Alors, jeudi soir à Lyon, Quentin Derangue, 23 ans, était agressé par un groupe en marge d'une conférence de Rima Hassan, qui est une députée de la France insoumise. Quentin assurait la sécurité, on va vérifier, là, lors d'une manifestation organisée contre l'événement par le collectif Némésis. Derangue, 23 ans, je vous le rappelle, est décédé samedi soir des suites de ses blessures. Il a eu... il est tombé dans le coma, là, il a été battu à mort. Avec nous, porte-parole et responsable des communications collectives Némésis, Mathilda. On connaît son nom de famille. On se contente de l'appeler par son prénom pour sa protection. Mathilda, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, quel est le lien entre Quentin Derangue et le collectif Némésis? Quentin était un militant lyonnais qui connaissait certaines de nos militantes lyonnaises, puisque nous, on a des sections avec l'association au sein de plusieurs villes de France. Et ce jour-là, les filles de la section lyonnaise avaient décidé de faire une action devant le meeting de Rima Hassan, comme vous le rappeliez, pour dénoncer l'islamo-gauchisme dans les facultés. Et Quentin et plusieurs de ses amis se sont tout simplement proposés pour accompagner nos militantes lyonnaises et assurer leur protection au cas où quelque chose déraperait. Donc c'était plutôt voilà, des amis, si vous voulez. Quentin n'était pas un professionnel de la sécurité, mais simplement il est venu comme un grand frère protégerait sa petite sœur. Hmm. Expliquez-nous, Mathilda, pour les auditeurs au Québec, qui vous êtes le collectif Némésis? Quelles sont vos revendications? Nous, on est un collectif de jeunes femmes. On s'est monté en 2019, il y a 6 ans maintenant, pour dénoncer, enfin en tout cas, on dénonce l'impact de l'immigration sur la sécurité des femmes, même sur l'insécurité des femmes, il faudrait plutôt dire. Euh, Avant, si vous voulez, quand on était jeune et que le collectif Némésis n'existait pas encore, les collectifs féministes prédominants en France, les plus gros, étaient complètement politisés d'extrême gauche. Et il y avait des sujets desquels elles n'osaient pas parler, notamment l'origine des agresseurs de rue. Hmm. Et donc ça, c'était un vrai gros problème. On ne trouvait pas de réponse aux problèmes modernes que connaissent les jeunes femmes de maintenant, à savoir l'insécurité dans la rue, dans les transports en commun, dans les bars, dans les soirées, dans les VTC. Enfin voilà, malheureusement la liste est très longue, mais on a décidé de se monter, en fait, si vous voulez, en réponse à ce féminisme qui était pour nous lacunaire puisqu'il ne parlait pas de tous les problèmes que vivaient les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes 500 militantes actives. Nous sommes présentes en France, en Belgique, en Suisse, en Italie ainsi qu'en Espagne. Donc voilà. Et ce que je ne comprends pas, j'ai déjà parlé avec Alice Cordier, et je ne comprends toujours pas, qu'est-ce qui fait de vous de l'extrême droite? Vous savez, tout le monde est d'extrême droite en France à partir du moment où on parle de l'immigration. En tout cas, à partir du moment où on insinue qu'il pourrait y avoir un problème avec l'immigration. Nous, on ne fait pas de politique, si vous voulez. On n'est pas un parti politique, on est une association, on est des lanceuses d'alerte. On parle des problèmes qui touchent les jeunes femmes. Simplement, la gauche nous traite de racistes, d'islamophobes, de xénophobes. Voilà, enfin, on a tout un tas d'insultes. Donc, j'ai envie de vous dire que être classé à l'extrême droite, c'est plutôt classique maintenant pour nous. Enfin, si vous pensez que défendre la sécurité des femmes et parler de l'immigration, c'est être d'extrême droite, on les laissera dire qu'on est d'extrême droite. C'est pas vraiment un problème. Ouais. Vous êtes menacé, hein? Vous êtes sans cesse menacé sur les réseaux sociaux et même dans la rue, en public. Oui, tout à fait. Sur les réseaux sociaux, bah, comme tous les militants, comme tous les représentants d'associations, dire de droite, on se fait régulièrement insulter, d'autant plus qu'on est des femmes. Donc je pense que il y a aussi ce côté-là qui joue forcément. On reçoit beaucoup de menaces de mort, on reçoit également des menaces de viol, des menaces de violence, voilà. Donc on fait très attention à notre sécurité et on est malheureusement prise à partie parfois dans la rue. Lors de manifestations également, on subit tout un tas de violences, hein. Les antifas en France sont extrêmement violents et n'hésitent pas à attaquer les femmes. Et nous, c'est même des femmes, hein, qui viennent nous frapper en manifestation.
Hmm. Donc, si vous voulez, à partir du moment où ils vous classent comme facho, alors tout est permis, en fait, toutes les violences sont légitimes. Ouais. De la part des gauchistes, là, de l'extrême gauche. Mathilda, je comprends bien, il y avait une conférence de Rima Hassan de la France Insoumise à Sciences Po à Lyon. Et vous étiez là, les militants du collectif féministe Némésis, une banderole islamo-gauchiste hors de nos facs. Vous avez agressé personne. Pourquoi Quentin de Ranc est décédé? Nous, on fait toujours des actions pacifiques. On va déployer des banderoles, on fait passer notre message, parfois on a des pancartes, voilà. On n'a jamais frappé personne et les au aucun des gens qui nous ont accompagnés un jour en manifestation, pour ce genre de happening n'ont jamais frappé personne. Quentin, il était là pour assurer la protection, comme je vous le disais, des militantes lyonnaises qui étaient au nombre de 7. Donc c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on est 7 jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui vont se rendre devant un meeting. Bah, on peut appeler des copains pour se dire si quelque chose dérape, au moins je me sens un peu plus en sécurité. Le souci, c'est que quand elles sont arrivées devant le meeting de Rima Hassan, nos militantes se sont elles-mêmes faites agresser. 3 d'entre elles se sont faites agresser et l'une d'entre elles, assez violemment puisqu'elle a été étranglée et jetée au sol. Elle a eu 12 jours d'ITT quand même. Donc c'est pas rien. Alors évidemment, c'est beaucoup moins grave que ce qui est arrivé à Quentin ensuite, mais je veux dire déjà, c'est aller très, très vite dans la violence, même avec nos militantes. En fait, Quentin, était un peu plus loin. Ils étaient un groupe, d'une quinzaine de garçons et les Antifa les ont tout de suite, reconnus et leur ont couru dessus quand ils ont vu qu'ils étaient derrière. Ils les ont poursuivis et ils ont fini par, en attraper 3 d'entre eux, dont Quentin, et ils l'ont tout simplement, lynché, à terre. Les images, sont sorties, hein, dans les médias. Ouais. Elles sont terribles. On voit vraiment, voilà, que les 3 jeunes hommes qui se font, frapper sont au sol, inconscients et qu'ils continuent, donc les antifas, les gauchistes continuent de mettre des coups de pied au niveau de la tête, au niveau, de la nuque, enfin voilà, partout et c'est extrêmement violent. Vraiment, ils s'acharnent. Hem Et en fait, Quentin arrive à se relever de cette agression. Il se relève, il marche avec un ami à lui et là, en fait, il a déjà des lésions cérébrales, mais en fait, il s'écroule pas tout de suite. Et c'est au moment où les pompiers arrivent qu'il est déjà inconscient. Quand il va arriver à l'hôpital, il va tout de suite être plongé dans un coma artificiel et il va très vite être en état de mort cérébrale puisque en fait, il a une, fracture temporale sur le crâne, et des lésions qui sont, en fait, irréparables. À ce stade-là, les médecins savent déjà qu'il y a très peu de chances qu'il survive, et en fait, on apprendra son décès samedi Mhm. soir. Hmm. Il est décédé samedi, à la suite de ses blessures, à Et, l'hôpital. on, et Mathilda, on cible la jeune garde, encore une fois, pour qu'on comprenne bien, nous, ici au Québec, là, la jeune garde, c'est un regroupement. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait dissous la jeune garde. Alors, pourquoi encore ça existe? Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment associé au parti de la France Insoumise? Alors, la jeune garde a été effectivement, dissoute en conseil des ministres, il y a plusieurs mois maintenant et ils sont en train de faire un recours devant le Conseil d'État, justement pour, ne pas être dissous. Mais leurs membres, qui sont toujours actifs, vous le savez, ce sont des militants, ce sont des activistes, c'est pas parce qu'on dissout une association que leurs membres, ne continuent pas de Disparaissent? militer Ouais. et exactement. Et donc, c'est ce qu'ils font. Alors maintenant, ils sont sous d'autres noms. Je crois qu'il y a, Éteignons la flamme, voilà, qui a plusieurs membres de la jeune garde avec eux. Et en fait, ces groupes-là, si vous voulez, ces gens restent proches et continuent de militer ensemble. Et donc, est-ce que, alors pourquoi on les met en cause? Parce que tout simplement, ils ont été reconnus. Si vous voulez, on a un député, nous en France, qui siège donc à l'Assemblée, qui s'appelle Raphaël Arnaud. Et Hmm. Raphaël Arnaud est le leader, était en tout cas le leader de la jeune garde avant d'être élu député. C'est un homme qui a été condamné pour violence en réunion et c'est un homme qui a 3 fiches S à son actif. Des fiches S, c'est quand vous êtes surveillé par l'État pour dangerosité. Euh, Mais c'est un et élu. donc, C'est un élu, par et c'est contre. un élu. C'est un élu. Et il C'est faut savoir aberrant. que lui, il siège à l'Assemblée sous l'étiquette LFI. C'est LFI
qu'il a parachuté à l'Assemblée en le présentant aux élections. Et donc, les liens entre LFI et la Jeune Garde sont limpides, hein, je veux dire, ils prennent eux-mêmes des activistes et ils les mettent à l'Assemblée. Donc, ils leur donnent un pouvoir législatif, donc c'est complètement fou, sachant en plus voilà, que Raphaël Arnaud est connu quand même pour des faits de violence, et son assistant parlementaire, qui s'appelle Jacques-Élie Favreau, a été formellement reconnu par nos militantes. Donc là, on va laisser voir l'enquête. Je ne dis pas qu'il est coupable à ce stade. Il bénéficie de la présomption d'innocence, évidemment, mais il a été reconnu par plusieurs personnes, par plusieurs de nos militants. Et voilà. Et lui, il travaille donc avec Raphaël Arnaud. Il est tout simplement son collaborateur parlementaire. Et là, présentement, ce à quoi on assiste, Mathilda, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui est à la tête de la France insoumise, joue à la victime, vous accuse de l'avoir agressé. Rima Hassan, qui donnait les conférences, elle s'en lave les mains, affirme qu'elle n'a aucune responsabilité. Quelle est votre version? C'est toujours pareil, ils font preuve d'une immense lâcheté. Ils font preuve d'une immense lâcheté. En fait, ce que je vais vous dire, c'est mon avis, mais je crois que ça ne les touche pas particulièrement. Ça ne les touche pas particulièrement parce que pour eux, Quentin, s'il était avec le collectif Némésis, c'est sans doute que c'était un facho d'extrême droite. Voilà, c'est probablement ce qu'ils se disent. Et après, en termes de communication, c'est toujours pareil. Ils se soutiennent énormément entre eux. C'est la vraie force, entre guillemets, de la gauche, de l'extrême gauche en France. Et donc, LFI, je pense, ne laissera jamais, entrevoir des conflits internes. Là, la seule chose qui a été faite, c'est que Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, a demandé à ce que Jacques-Élie Favreau, le temps de l'enquête, ne puisse plus rentrer à l'Assemblée pour travailler avec son député Raphaël Arnaud. Voilà, donc c'est la seule mesure qui a été prise. En revanche, au niveau de... Oui, c'est tout, c'est tout. C'est pour tout. l'instant, d'ailleurs, il n'y a... Parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a rien eu jusqu'à maintenant, là. Voilà, et pour l'instant, il n'y a aucune garde à vue, aucune arrestation, alors que l'agression a quand même eu lieu il y a 4 jours. On a des images de télésurveillance, on a des témoins. Nous, nos militantes ont été auditionnées. Ça a été aussi le cas des amis de Quentin qui étaient sur place. Donc, les enquêteurs ont déjà des noms, des suspects et des images, hein. On reconnaît certaines personnes sur les images. Et étonnamment, il n'y a pour l'instant aucune interpellation. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais c'est assez étonnant parce que quand on voit que... nous, pour nos actions, on peut finir en garde à vue pour faire un micro-trottoir. Je vous dis ça parce que ça a été le cas il y a 3 semaines. Une de nos militantes a fini en garde à vue pendant 8 heures avec son téléphone mis sous scellé. Et là, on voit des scènes d'une violence inouïe, hein, un assassinat tout simplement, hein, ça s'appelle comme ça. Et par contre, les suspects sont toujours dans la nature. Donc j'ai du mal à comprendre, ouais. Mathilda, on doit se quitter, mais j'ai vu une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas le temps de la présenter, qui appelle à apporter votre scalp. Apportez-moi leur scalp et qu'on n'en parle plus. Et ce type-là est venu au Québec à l'invitation d'un parti politique ici, Québec solidaire, en avril 2025. On l'a accueilli à bras ouverts. C'est un grand politicien, un grand homme de gauche. Quelle est votre vision de Jean-Luc Mélenchon? Je pense que c'est un homme dangereux. Je pense qu'il distille des messages dangereux. Et là, il légitime des violences à notre encontre qui sont inacceptables. Jean-Luc Mélenchon avait effectivement dit ça. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on avait fait aussi un happening pour la venue de Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting. Et c'était à cette occasion-là qu'il avait parlé de ramener les scalps des militantes. Mais vous vous rendez compte qu'une personnalité politique puisse se permettre de dire des choses comme ça sur des militants. Si c'était l'inverse, je veux dire, si c'était Marine Le Pen qui disait quelque chose comme ça sur des militants de gauche, ça ferait un scandale. Là, rien. Voilà, Jean-Luc Mélenchon continue. Il se présentera d'ailleurs sans doute aux élections en France en 2027, on verra. Mais il continue d'être adulé par toute la sphère politico-médiatique de gauche. Donc, ouais. À quel point vous prenez des risques de prendre la parole en public? Difficile à dire. Je vous dis, on reçoit pas mal de menaces.
Donc, pour l'instant, rien n'a été mis à exécution, mais quand on voit à quelle vitesse ça peut se passer Ouais. et comment ils peuvent être violents, on a toujours peur pour notre sécurité. Voilà, nous, c'est un combat qu'on a choisi de mener. Toutes les porte-paroles de l'association ont décidé de montrer leur visage, et moi la première parce que je trouvais ça extrêmement important d'incarner ce combat et voilà, mais effectivement, c'est toujours prendre des risques. Mathilda, bon courage. Saluer l'équipe de. Je pense que ce que vous faites est important. Le collectif Némésis. Si on vous appelle, si on vous dit être d'extrême droite parce que vous voulez défendre le droit des femmes de circuler librement en public, moi, je ne comprends plus à ce qui se passe en politique, autant en France qu'au Québec. Alors, Mm. soyez prudentes. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer la situation sur le terrain. Et je veux rappeler aux gens qui nous écoutent que Québec solidaire, Ruba Gazal était fier de s'afficher en public, de recevoir, d'accueillir Jean-Luc Mélenchon ici au Québec en avril 2025. C'est une vraie honte ce qui se passe présentement en politique, surtout du côté de la gauche. Mais toutes les extrêmes, de toutes les extrêmes, mais la gauche, on a banalisé, on a normalisé la violence et moi, ça me renverse. Mm. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Bon courage. Merci.